Salut à toi et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le chapitre des crises financières. Après avoir exploré les causes des crises financières et leurs caractéristiques, il est maintenant temps de comprendre comment ces crises se transmettent à l'économie réelle. Dit autrement, on va se demander comment une crise financière se transforme en crise économique. Nous allons voir qu'il existe trois principaux canaux de transmission. L'effet de richesse négatif, la contraction du crédit, aussi appelé crédit crunch, et la baisse du prix du collatéral et des ventes forcées. Donc voyons tous ces canaux en commençant par l'effet de richesse négatif. L'effet de richesse négatif survient lorsqu'une baisse de la valeur des actifs conduit les ménages à se sentir moins riches. Cela impacte leur comportement en termes d'épargne et de consommation. Face à une diminution de leur patrimoine, ils tendent à épargner plus et à consommer moins, particulièrement en ce qui concerne les biens durables pour essayer de retrouver le niveau de richesse ciblé qui s'était fixé. L'effet de richesse négatif s'explique principalement par deux mécanismes. Premièrement, lorsque les marchés financiers chutent ou que les prix de l'immobilier s'effondrent, la valeur des actifs détenus par les ménages diminue. Par exemple, pendant la crise de 2008, la baisse des prix de l'immobilier a fortement réduit la valeur des maisons des ménages américains. De même, la chute des marchés boursiers a réduit la valeur des portefeuilles d'actions, affectant les économies et les plans de retraite des familles. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir avec ce graphique où la valeur des maisons des familles américaines a chuté de 3400 milliards de dollars entre juillet 2008 et mars 2009, soit une perte de 30 300 dollars par ménage. De même, la valeur des actions détenues par des familles américaines a chuté de 7400 milliards de dollars entre juillet 2008 et mars 2009, une perte de 66 200 dollars par ménage. Et ensuite, le deuxième mécanisme, c'est que la baisse de la valeur du patrimoine réduit les possibilités d'emprunt. Car oui, un patrimoine réduit signifie également une moindre capacité à emprunter. Les ménages peuvent utiliser leurs actifs comme garantie pour obtenir des prêts. Si la valeur de ces actifs diminue, il devient plus difficile pour eux d'obtenir des crédits. Les banques plus prudentes en période de crise sont moins enclines à prêter sur la base de garanties dépréciées, réduisant ainsi l'accès au crédit pour les ménages et les entreprises. Ces deux mécanismes ont des effets directs sur l'économie réelle. D'une part, ils entraînent une baisse de la consommation et une hausse de l'épargne. En effet, puisque les ménages se sentent moins riches, ils vont réduire leurs dépenses. Ils achètent notamment moins de biens durables comme des voitures ou de l'électroménager et retardent leurs projets d'investissement. De plus, ils ont tendance à davantage épargner pour reconstituer leur patrimoine qui a été affaibli. Cette baisse de la demande affecte directement les entreprises qui produisent ces biens, réduisant leurs ventes et leurs revenus. Par exemple, ce graphique nous montre des changements notables dans les comportements de dépenses et d'épargne des ménages. En effet, la dépense des ménages a chuté drastiquement en passant de 2,5% en 2007 à 0,2% en 2009. Une baisse de 2,3 points de pourcentage. Parallèlement, le taux d'épargne a augmenté sur cette période, passant de 14,8% en 2016 à 16,1% en 2009, marquant une hausse de 1,3 points de pourcentage. Et d'autre part, cette réduction de la consommation et de l'investissement entraîne une baisse de la production. Les entreprises, face à une demande réduite, diminuent leur production, ce qui peut les amener à licencier des employés. Le PIB baisse, le chômage augmente, ce qui réduit encore plus les revenus des ménages et aggrave la situation économique. Par exemple, durant la Grande Dépression, le PIB aux États-Unis a baissé de 30% entre 1929 et 1933 et le taux de chômage a été multiplié par 8 en passant de 3% à 25% sur cette même période. Cela a entraîné une spirale descendante de baisse de la consommation et de la production. Ensuite, le deuxième canal de transmission, c'est la contraction du crédit, également connu sous le nom de crédit crunch. La contraction du crédit se produit lorsque les banques réduisent fortement l'octroi de crédit aux entreprises et aux ménages. Ce phénomène survient généralement pendant ou après une crise financière et peut avoir des conséquences dramatiques sur l'économie réelle. Mais alors, pourquoi les banques décident-elles de restreindre l'accès au crédit? Il y a plusieurs explications. Premièrement, pendant une crise financière, la valeur des actifs détenus par les banques, tels que les prêts et les titres financiers, peut diminuer considérablement. Par exemple, durant la crise de 2008, les titres adossés à des crédits subprime ont perdu presque toute leur valeur. En effet, si on regarde l'évolution de cet indice reflétant la performance des titres
adossé aux prêts hypothécaires les plus risqués émis au premier semestre 2007, on voit que sa valeur s'est effondrée. Au début de la période, le 19 janvier 2007, l'indice se situe autour de 100%, ce qui indique que les titres étaient évalués à leur valeur nominale. Cependant, le prix de l'indice s'est effondré pour atteindre 6% le 19 avril 2008, soit une baisse spectaculaire de 94 points en un peu plus d'un an. Concrètement, il y a eu un effondrement de la confiance dans les titres adossés à des prêts hypothécaires subprime, et ainsi ces titres, qui étaient censés être des investissements sûrs, se sont révélés très risqués lorsque les emprunteurs ont commencé à faire des défauts de paiement sur leurs prêts. La dépréciation de ces actifs affaiblit la position financière des banques, les rendant plus réticentes à accorder de nouveaux crédits. Ensuite, la deuxième explication, c'est qu'en période de crise, de nombreux emprunteurs ne parviennent plus à rembourser leurs prêts. Cela entraîne une augmentation des défauts de paiement, ce qui représente des pertes directes pour les banques. Ces pertes réduisent les capitaux propres des banques, c'est-à-dire la valeur nette de leurs actifs après déduction de leur dette. Avec des capitaux propres réduits, les banques ont moins de marge de manœuvre pour prêter car elles doivent respecter des ratios de solvabilité imposés par les régulateurs pour garantir leur stabilité financière. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Ensuite, la troisième explication, c'est que la méfiance s'installe souvent sur le marché interbancaire en période de crise. En effet, les banques hésitent à se prêter de l'argent entre elles par crainte que leur contrepartie ne soit pas solvable. Cette perte de confiance peut paralyser le marché interbancaire, une composante essentielle du système bancaire où les institutions financières se prêtent des fonds à court terme pour gérer leur liquidité. Si ce marché se bloque, les banques ont plus de difficultés à obtenir les fonds nécessaires pour octroyer des crédits à leurs clients. Et enfin, la contraction du crédit ne vient pas uniquement de l'offre de crédit par les banques. En effet, elle peut aussi venir de la demande de crédit par les entreprises et les ménages. En période de crise, les perspectives économiques incertaines incitent les acteurs économiques à réduire leur niveau d'endettement. Les entreprises peuvent ainsi renoncer à des projets d'investissement par crainte de ne pas pouvoir rembourser leurs emprunts. De même, les ménages peuvent reporter des achats importants nécessitant un crédit, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture, par crainte de perdre leur emploi ou de voir leurs revenus diminuer. Mais le problème, c'est que cette contraction du crédit a des répercussions directes sur l'économie réelle. En effet, lorsque les banques réduisent l'octroi de crédit, les entreprises et les ménages ont moins de possibilités de financer leurs dépenses et leurs investissements. Les entreprises peuvent être contraintes de reporter ou d'annuler des projets d'expansion ou d'innovation, limitant ainsi leur croissance, et les ménages de leur côté réduisent leur achat de biens durables comme les voitures ou l'électroménager qui sont souvent financés par des crédits. La réduction de la consommation et de l'investissement se traduit par une baisse de la demande globale. Les entreprises, voyant leurs ventes diminuer, vont réduire leur production. Cela peut les emmener à licencier des employés pour ajuster leurs coûts à la baisse de la demande. Cette hausse du chômage réduit encore plus les revenus des ménages, ce qui diminue davantage la consommation et amplifie la récession. Et enfin, le dernier canal qui transmet une crise financière à l'économie réelle est la baisse du prix du collatéral et des ventes forcées. Alors le collatéral ou garantie, c'est un élément central dans le processus d'obtention d'un prêt, notamment dans le secteur immobilier. Il représente un actif qui est déposé en garantie au prêteur, souvent la banque, par le débiteur, celui qui emprunte, lors d'un emprunt. Si l'emprunteur ne parvient pas à rembourser son prêt, la banque peut saisir cet actif pour couvrir les pertes. Par exemple, lorsque tu prends un prêt hypothécaire pour acheter une maison, la maison elle-même sert de collatéral. Si tu ne peux plus rembourser le prêt, la banque peut saisir et vendre la maison pour récupérer l'argent prêté. La crise des subprimes est un exemple parfait de l'impact de la baisse du prix du collatéral sur l'économie réelle. Avant la crise, les prix de l'immobilier ont augmenté de manière significative, offrant un collatéral solide pour les prêts hypothécaires. Cependant, lorsque la bulle immobilière a éclaté, les prix ont chuté drastiquement. Aux États-Unis, par exemple, avec l'éclatement de la bulle immobilière, le prix médian d'un logement a baissé de 21% entre 2007 et 2009, passant de 219 000 $ à 172 500 $. Cette baisse a considérablement réduit le patrimoine net des ménages et le collatéral disponible, impactant ainsi leur capacité à contracter de nouveaux prêts. Avec la dévaluation de leur principal actif, les ménages se sont retrouvés à devoir
plus à la banque que la valeur actuelle de leur maison. Par exemple, imagine que la famille Dupont avait un prêt hypothécaire de 250 000 $ sur leur maison. Quand la valeur de la maison était de 300 000 $, ils avaient un coussin de sécurité de 50 000 $. Mais quand la valeur est tombée à 200 000 $, ils se sont retrouvés avec une maison qui vaut moins que ce qu'ils doivent à la banque. En plus de cette situation précaire, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, rendant les remboursements mensuels plus coûteux. La famille Dupont, comme de nombreux autres ménages, n'a pas pu suivre le rythme des paiements mensuels plus élevés, ce qui a conduit à des défauts de paiement. Face à ces défauts de paiement, les banques ont commencé à saisir et vendre les propriétés en garantie dans une tentative de récupérer les sommes dues. Cependant, avec la chute des prix de l'immobilier, même après la vente des propriétés saisies, le montant récupéré était souvent insuffisant pour couvrir le prêt en défaut. Par exemple, si une banque saisissait une maison initialement achetée à 300 000 $ mais dont la valeur était tombée à 200 000 $ et que le montant dû sur le prêt était de 250 000 $, la vente forçait la banque à absorber une perte de 50 000 $. Ces ventes sont dites forcées car les banques sont contraintes de vendre les collatéraux à un prix faible pour récupérer des liquidités lors d'une crise financière. Le problème, c'est que tous les agents économiques raisonnent de la même manière et les ventes forcées introduisent sur le marché un volume élevé de propriétés à vendre à un moment où la demande est déjà faible. Cela entraîne une surabondance de l'offre, poussant les prix encore plus à la baisse. Cette baisse continue des prix de l'immobilier réduit encore plus la valeur des actifs des ménages et des banques. Les familles qui avaient des hypothèques voient la valeur de leur maison diminuer, ce qui aggrave leur situation financière. Les banques, de leur côté, subissent des pertes supplémentaires sur les prêts hypothécaires car les montants récupérés lors des ventes forcées sont insuffisants pour couvrir les dettes. Ce cercle vicieux de baisse des prix, de ventes forcées et de pertes crée une spirale descendante qui approfondit la crise financière et se transmet à l'économie réelle. En effet, la perte de richesse des ménages couplée à une restriction de l'accès au crédit a entraîné une diminution marquée de la consommation. Les grandes dépenses telles que l'achat de véhicules neufs ou la rénovation de maisons ont été particulièrement touchées. Par exemple, la famille Dupont, maintenant en difficulté financière, annule leur plan d'achat d'une nouvelle voiture et reporte les travaux de rénovation de leur maison. Simultanément, l'incertitude économique et la difficulté d'accès au financement ont poussé les entreprises à reporter ou annuler leurs projets d'investissement. Les entreprises, voyant la baisse de la demande pour leurs produits, décident de réduire leur production et leurs investissements. Elles licencient des employés pour réduire les coûts, ce qui entraîne une hausse du chômage. La combinaison de ces facteurs conduit à un ralentissement économique global, symbolisé par la récession qui a suivi la crise des subprimes. Ainsi, la baisse du prix du collatéral diminue la valeur des actifs des ménages, entraînant des ventes forcées. Cela aggrave les pertes des banques et provoque une réduction de la consommation et de l'investissement, ainsi qu'une diminution de la production et une augmentation du chômage. Une crise financière se transmet donc à l'économie réelle par trois principaux canaux. L'effet de richesse négatif, où la baisse de la valeur des actifs réduit le patrimoine des ménages, ce qui diminue leur consommation et leur investissement, entraînant une baisse de la production et une hausse du chômage. La contraction du crédit, où les banques fragilisées par la crise restreignent l'octroi de crédit, ce qui limite les possibilités de financement pour les ménages et les entreprises, réduisant encore plus la consommation et l'investissement. Et enfin, la baisse du prix du collatéral et les ventes forcées, où la dépréciation des actifs immobiliers et les ventes forcées de biens saisis aggravent les pertes pour les ménages et les banques, ce qui intensifie la crise et provoque une spirale descendante de baisse de la consommation et de l'investissement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras compris quels sont les trois canaux qui transmettent une crise financière à l'économie réelle. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir les instruments disponibles pour réguler le système financier. À tout de suite.